Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une thèse qui a vraiment secoué le monde intellectuel au début des années 90, juste après la chute du mur de Berlin. Je parle bien sûr de La fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama, un livre publié en 92 qui a lancé, mais alors des débats enflammés. Certains le trouvaient génial, d'autres complètement à côté de la plaque. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les arguments clés de Fukuyama en se basant sur des extraits de son livre. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette fin de l'histoire? Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Quand Fukuyama parle de fin de l'histoire, attention, ça ne veut pas dire la fin des événements. Il y aura toujours des guerres, des naissances, des morts, enfin, la vie continue, quoi. Non, il parle de la fin de l'évolution idéologique de l'humanité. Son idée, assez audacieuse, c'est que la démocratie libérale pourrait être, en quelque sorte, la forme finale, l'aboutissement de l'organisation politique humaine. L'horizon indépassable. D'accord. L'idée sous-jacente, c'est que les contradictions internes qui ont fait chuter les régimes précédents, la monarchie, le fascisme, le communisme, ces contradictions seraient, disons, résolues dans l'idéal de la démocratie libérale. Ok, c'est une précision vraiment importante. Pas la fin des faits, mais la fin de la course entre les grandes idéologies pour savoir qui a le meilleur modèle de gouvernement. Pour examiner ça, on va donc s'appuyer sur des passages du livre lui-même. L'intro, des parties sur la science, cette fameuse lutte pour la reconnaissance et le dernier homme. Alors, Fukuyama défend l'idée d'une histoire avec un grand H, une histoire universelle qui aurait une direction. Quel serait le premier moteur, selon lui, de cette direction? Il pointe vers la science, me semble. C'est exactement ça. Fukuyama reprend une idée qu'on trouvait déjà chez Bacon, par exemple, que la science naturelle moderne, elle est un peu unique parmi les activités humaines. C'est la seule, en fait, qui progresse de manière cumulative, directionnelle et où il y a un consensus. Contrairement à l'art, bon, on ne peut pas dire qu'un peintre d'aujourd'hui est objectivement meilleur que Rembrandt, n'est-ce pas? Non, bien sûr. En science, les connaissances s'ajoutent, les nouvelles théories englobent ou dépassent les anciennes. C'est cette accumulation, qui ne revient pas en arrière, qui donne une direction à l'histoire humaine. Et comment ça se traduit concrètement? Comment cette avancée scientifique devient un moteur pour l'histoire politique et sociale? Alors, Fukuyama identifie deux mécanismes principaux. D'abord, la compétition militaire. C'est assez direct. Pour survivre, les États sont poussés, presque obligés, d'adopter les technologies militaires les plus efficaces. Et donc, ils doivent aussi adopter les structures sociales, économiques, qui permettent de développer ces technologies. La modernisation militaire devient un aiguillon pour les réformes. La rationalisation, l'éducation, on l'a vu historiquement. La Prusse, après sa défaite contre Napoléon, la Russie, après la guerre de Crimée, le Japon, forcé de s'ouvrir par les Américains. L'effet Péri. Voilà. Même la compétition technologique plus récente, comme l'initiative de défense stratégique de Reagan face à l'URSS, ça a joué ce rôle. Donc, paradoxalement, la menace de guerre, ça pousse à adopter des éléments de modernité qui deviennent communs. Le deuxième mécanisme, c'est le développement économique. La science permet de mieux maîtriser la nature, de satisfaire plus de désirs humains, ça mène à l'industrialisation. Et l'industrialisation, ça demande une organisation rationnelle du travail, une division des tâches que tu sais, l'urbanisation, la mobilité de la main-d'œuvre. Tout ça, ça a tendance à, à uniformiser un peu les sociétés et à affaiblir les structures traditionnelles, les clans, les tribus, les ordres sociaux très rigides, parce qu'elles sont moins efficaces économiquement. Et cette logique de rationalisation économique, d'innovation constante, ça semble conduire assez naturellement vers le capitalisme, l'économie de marché. C'est tout à fait l'argument de Fukuyama. Il insiste sur l'échec des économies planifiées, type soviétique ou maoïste, à gérer la complexité de l'économie moderne, surtout à l'ère post-industrielle, l'ère de l'information. Cette nouvelle économie, elle a besoin de flexibilité, d'innovation qui vient d'en bas, et surtout de ce qu'on appelle le capital humain. L'éducation, les compétences, une certaine culture du travail. Les systèmes centralisés sont trop rigides pour ça. Oui, c'est vrai. Il donne des exemples comme, il parle de la victoire du magnétoscope, un peu comme symbole de cette innovation de masse décentralisée. Ou encore, il contraste le succès des économies asiatiques qui se sont ouvertes, Corée du Sud, Taïwan, avec les difficultés persistantes en Amérique latine.
difficulté que certains expliquaient par la théorie de la dépendance, mais que d'autres auteurs, comme Hernando de Soto au Pérou ou Vargas Llosa, attribuent plutôt à un excès de bureaucratie, de mercantilisme étatique qui freine l'initiative privée. D'accord. Donc, si je résume cette première partie, la science et ses retombées économiques poussent vers la modernisation, l'urbanisation et une forme d'économie de marché. Mais ça n'explique pas forcément pourquoi cette modernité devrait être une démocratie libérale. On a eu et on a encore des pays très avancés économiquement, mais qui sont ou étaient autoritaires. L'Espagne de Franco, le Chili de Pinochet, certains pays asiatiques pendant longtemps. Qu'est-ce qui manque à cette explication purement techno-économique ? Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième grand moteur de l'histoire, selon Fukuyama. Et celui-là, il est peut-être plus original, car il n'est pas matérialiste. C'est ce qu'il appelle la lutte pour la reconnaissance. Il reprend ce concept clé au philosophe allemand Hegel. Hegel liait ça à une partie de l'âme que Platon appelait le thymos. Le thymos. Oui, le thymos. Ce n'est ni le désir matériel, les appétits, ni la raison purement calculatrice. C'est ce besoin spécifiquement humain d'être reconnu par les autres. Reconnu dans sa valeur, dans sa dignité, dans son statut. Pour Hegel, l'histoire humaine, la vraie, elle commence avec la première lutte à mort. Une lutte non pas pour la nourriture ou un abri, mais pour le pur prestige. C'est cette volonté de risquer sa vie biologique juste pour affirmer sa liberté, pour être reconnu comme un être humain, et pas seulement comme un animal soumis à ses instincts de conservation. C'est de là que naît la relation maître-esclave, qui a structuré les sociétés pendant des siècles. Intéressant. Le maître est reconnu, mais il ne reconnaît pas vraiment l'humanité de l'esclave. L'esclave n'est pas reconnu, mais c'est lui qui transforme le monde par son travail. C'est une situation qui est fondamentalement instable, insatisfaisante pour les deux d'une certaine manière. C'est une vision assez différente de celle des pères du libéralisme comme Hobbes ou Locke, non ? Eux, ils mettaient plutôt en avant l'autoconservation, la recherche de l'intérêt personnel bien compris. Ah oui, tout à fait. Pour Hobbes et Locke, la société politique, c'est avant tout un contrat rationnel. On s'associe pour garantir la sécurité, la propriété, pour que chacun puisse tranquillement chercher à satisfaire ses désirs personnels. Les droits sont des outils pour ça. Pour Hegel, et Fukuyama le suit là-dessus, la satisfaction la plus profonde, ce n'est pas la consommation de biens matériels. C'est la reconnaissance de sa dignité. Les droits ne sont pas juste des moyens pratiques, ils sont cette reconnaissance du statut humain. C'est pour ça que les gens peuvent désirer la liberté même quand ils sont matériellement à l'aise. Je vois. Et donc, la démocratie libérale, dans cette lecture hégélienne que reprennent Kojève et ensuite Fukuyama, elle serait la solution, la résolution de cette longue dialectique historique. Pourquoi ? Parce qu'elle met en place un système de reconnaissance universelle et réciproque. C'est ça le point clé. Dans l'idéal démocratique, chaque citoyen reconnaît la dignité de tous les autres comme égale à la sienne. Et il est reconnu en retour par l'État, par la loi. Ça remplace la relation asymétrique, maître-esclave, par l'égalité des droits. C'est en ce sens très précis qu'elle mettrait fin à l'histoire. Elle apporte une réponse stable à cette question fondamentale de la reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, ce thymos, est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre concrètement dans des situations réelles ? Fukuyama pense que oui, absolument, et partout. Il cite l'exemple de l'épicier tchécoslovaque décrit par Václav Havel. Cet épicier qui refuse d'afficher un slogan communiste obligatoire, pas forcément par opposition politique structurée, mais parce que ce mensonge public quotidien, ça heurte sa propre dignité, son sens de soi. C'est ce même thymos qui nourrit la colère face au mépris, à l'injustice, quand notre valeur est niée. Ah oui. Ça expliquerait pourquoi tant de mouvements démocratiques, on pense à l'Europe de l'Est en 89, ou même aux étudiants de Tiananmen en Chine, étaient portés par des demandes de liberté, de dignité, même quand il y avait déjà une certaine amélioration économique. On peut aussi penser à la colère, la fureur même, des Allemands de l'Est quand ils ont découvert les privilèges matériels des dirigeants du parti à Wandlitz. Ce n'était pas juste l'inégalité économique en soi, c'était surtout le sentiment d'avoir été méprisés, que leurs propres valeurs, leur travail n'étaient pas reconnus. Exactement. Et même chez nous, dans nos démocraties installées, est-ce qu'on ne voit pas des débats extrêmement passionnés sur des sujets qui ne sont pas directement économiques ? Les droits civiques, les questions de société. Au fond, ce sont souvent des luttes pour la reconnaissance de différentes conceptions de la dignité humaine, non ? Tout à fait. Le thymos serait donc ce moteur psychologique profond qui pousse vers la démocratie libérale, parce que seule cette forme politique promet,
en théorie du moins, de satisfaire ce besoin de reconnaissance égale pour tout le monde. Alors, si l'argument tient, la science qui pousse vers la modernité économique et le timos qui pousse vers la démocratie libérale, on devrait logiquement voir une convergence universelle vers ce modèle. Or, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi la démocratie libérale a-t-elle tant de mal à s'implanter durablement ou à se stabiliser dans de nombreuses régions du monde? Fukuyama ne nie pas du tout ces difficultés. Il avance plusieurs raisons. D'abord, il souligne le rôle de la culture. Les sociétés ne partent pas toutes du même point. Elles ne sont pas interchangeables. Les traditions religieuses, les structures familiales, les coutumes sociales, tout ce qui préexiste influence fortement la capacité d'une société à faire fonctionner des institutions démocratiques libérales. L'existence d'une société civile dynamique, autonome par rapport à l'État, ce que Tocqueville jugeait essentiel, n'est pas une donnée universelle. Fukuyama évoque les contrastes entre, disons, l'Amérique latine et le monde anglo-saxon, ou l'influence possible du confucianisme en Asie, ou encore l'éthique protestante et le capitalisme analysé par Max Weber. Un autre obstacle majeur, c'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est une forme très moderne et très puissante de demande de reconnaissance. Mais elle est centrée sur le groupe, la nation, et pas sur l'individu universel. Ça a été une source de conflit absolument terrible au XXe siècle. Ceci dit, Fukuyama nuance un peu. Il note que le nationalisme peut aussi évoluer. En Europe de l'Ouest, par exemple, il semble s'être en grande partie domestiqué au sein de l'Union européenne. Il est devenu plus ou moins compatible avec la démocratie libérale. Il suggère aussi que le nationalisme est peut-être plus efficace pour défaire des empires multinationaux que pour en construire de nouveaux à l'ère de l'interdépendance. D'accord. Donc il y a des obstacles culturels, la persistance du nationalisme, mais Fukuyama regarde aussi les critiques qui viennent de l'intérieur même de la démocratie libérale. Finalement, est-ce que ce système est si satisfaisant que ça? Oui, il aborde deux grandes lignes de critique. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la critique de gauche. Elle dit en gros, OK, on a une reconnaissance formelle, l'égalité des droits sur le papier, mais elle est sapée par les inégalités économiques bien réelles que crée le capitalisme. En somme, le système reconnaît inégalement des égaux. Et cette tension, bien sûr, peut alimenter des luttes sociales continues pour corriger ces inégalités ou pour en dénoncer de nouvelles formes, discrimination raciale, sexiste, liée à l'apparence, etc. Oui, et les luttes pour l'égalité réelle. Voilà. Et puis, il y a la critique de droite, qui est peut-être plus fondamentale et qui s'inspire beaucoup de Nietzsche. Pour Nietzsche, le problème, ce n'est pas que l'égalité est incomplète. Le problème, c'est l'égalité elle-même. Il avait cette crainte que la démocratie libérale, en mettant en premier plan la sécurité, le confort matériel, l'égalité pour tous, finisse par produire un type humain, médiocre, le fameux dernier homme. Le dernier homme. Oui, un être satisfait de son petit bonheur, sans grandes aspirations, sans poitrine, disait Nietzsche, c'est-à-dire sans thymos, ou du moins sans sa forme la plus ambitieuse, qu'on appelle la mégalothymia, le désir d'être reconnu comme supérieur, comme exceptionnel. Ce dernier homme aurait perdu le sens du tragique, de la grandeur, du dépassement de soi, au profit d'un bien-être un peu plat, consumériste. Le risque ultime, ce serait un nivellement par le bas qui finirait par nier ce qui fait la spécificité et la dignité humaine. C'est une image assez glaçante, ce dernier homme. Est-ce que Fukuyama pense que c'est notre destin inévitable, ou bien est-ce que ce désir d'être reconnu comme supérieur, cette mégalothymia, elle trouve quand même encore des moyens de s'exprimer dans nos sociétés? Fukuyama est plus nuancé. Il pense que la démocratie libérale, en fait, n'éradique pas complètement la mégalothymia, mais elle la canalise. Elle lui offre des exutoires qui sont moins dangereux pour la paix sociale que, disons, la guerre ou la tyrannie, l'ambition entrepreneuriale par exemple, la compétition économique, la recherche de la richesse, du statut social. Ce sont des formes évidentes de mégalothymia canalisée. D'accord. La vie politique aussi, bien sûr. La quête du pouvoir, de la reconnaissance publique, c'est clairement lié à ça. Et puis il mentionne d'autres domaines, le sport de haut niveau, l'alpinisme, les arts, la recherche scientifique, toutes ces activités où l'on cherche l'excellence, le dépassement, la reconnaissance pour des réussites exceptionnelles. Mais ça se passe dans des cadres bien définis, qui ne remettent pas en cause les fondements égalitaires de la société. Même la vie associative, à une échelle plus modeste, peut offrir ce genre de satisfaction éthymotique, le sentiment d'être reconnu au sein d'une communauté.
La question qui demeure, c'est est-ce que ces exutoires sont suffisants? Est-ce qu'ils arrivent à contenir durablement ce désir de se distinguer, voire de dominer? Est-ce que le dernier homme est une fin d'histoire stable? Ou est-ce que le confort bourgeois va finir par lasser, par ennuyer et ouvrir la porte à un retour du tragique? Un peu comme en 1914, quand une Europe en pleine prospérité s'est jetée à corps perdu dans la guerre. Fukuyama semble pencher plutôt pour une forme de stabilité, en tout cas dans ce qu'il appelle le monde post-historique, c'est-à-dire les démocraties libérales, développées, riches, interconnectées. Pour lui, la combinaison du confort matériel, de la rationalité économique et de la reconnaissance mutuelle des droits a quand même durablement affaibli les grandes pulsions guerrières et les ambitions idéologiques totalisantes. Il reprend un peu l'idée de Kant sur la paix démocratique. Les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Hmm. Mais, et c'est un mais important, ça crée une fracture avec le reste du monde qui, lui, reste historique. Un monde où les luttes pour la reconnaissance, les conflits identitaires, les ambitions des États continuent de plus belle. Et c'est aux frontières entre ces deux mondes que se situent les principales zones de friction, autour des ressources, comme le pétrole, des migrations, du terrorisme. De l'évolution idéologique de l'humanité. Une évolution tirée par deux grands moteurs. D'un côté, la rationalité issue de la science et ses conséquences économiques, qui poussent à la modernisation, et de l'autre, cette quête spécifiquement humaine de reconnaissance, le timos, qui trouverait sa meilleure satisfaction dans l'égalité des droits garantis par la démocratie libérale. C'est ça. Mais on a aussi abordé les sérieuses questions et les doutes. Les obstacles culturels, le poids du nationalisme qui freine l'universalisation de ce modèle, et surtout les critiques internes. L'insatisfaction qui peut naître des inégalités économiques qui persistent malgré l'égalité formelle, la critique de gauche, ou, plus radicalement, l'insatisfaction face à l'idéal égalitaire lui-même, qui risquerait d'étouffer l'excellence et la grandeur humaine, la critique de droite, inspirée par Nietzsche et sa figure du dernier homme. La question étant, la démocratie libérale nous comble-t-elle vraiment ou nous laisse-t-elle sur notre faim? Ce qui nous amène à une dernière interrogation, peut-être pour prolonger la réflexion. Si cette quête de reconnaissance, ce timos dont on a parlé, est vraiment un ressort aussi fondamental de l'âme humaine, comment nos sociétés actuelles, qui sont quand même très axées sur le bien-être matériel, l'égalité formelle, peuvent-elles satisfaire ce besoin d'affirmation, de dépassement, de mégalothymia même? Est-ce que les exutoires qu'on a mentionnés, le sport, l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen, suffisent à canaliser cette énergie sans risquer soit un retour violent de l'histoire, soit une chute collective dans l'apathie du dernier homme? Cette recherche, parfois un peu désespérée de sens, d'intensité, de défi dans nos vies modernes, n'est-ce pas finalement le signe que ce timos cherche encore et toujours sa place? Une question ouverte, assurément.